21h à Yaoundé, c'est l'heure panafricaine sur Info TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue une fois de plus à la tribune qui parle de l'Afrique, la tribune qui parle de vous, la tribune qui parle de nous. Et ce soir, nous allons mettre justement les pieds sur une actualité brûlante. Nous allons évoquer la multitude d'élections présidentielles qui vont justement émailler et joncher la vie politique du continent. Nous allons parler de présidentielles, mais pas que. Nous allons évoquer justement ces présidentielles-là comme des vecteurs, et oui, des vecteurs potentiels de crise. Lorsque l'on sait justement que sur le continent, après les présidentielles, et parfois même avant, il y a souvent ces contestations, ces bagarres, cette rhétorique malheureuse qui amène souvent les peuples et les habitants de même pays à se regarder en chaîne de faïence. On va interroger les présidentielles sur Uru Africa. On va voir si elles sont véritablement catalyseurs de crises préélectorales, de crises post-électorales. Ce sera notre seul et unique sujet du soir, ce soir, sur Uru Africa. Mesdames, Messieurs, vous le savez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Nous sommes accessibles sur toutes les différentes plateformes. Donc, vous avez l'habitude, le numéro de téléphone, bien évidemment, mais surtout la plateforme Facebook de Info TV, les différentes plateformes qui vous permettent d'interagir, de donner vos avis. Votre avis compte sur Uru Africa, puisque c'est l'avis de l'Afrique sur Info TV. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, je prends la transition et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux déjà en plateau qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau de Uru Africa. Je l'ai dit, ce soir, nous questionnons les présidentielles. Elles sont nombreuses sur le continent. Il y en a une prévue au Cameroun, une autre en Côte d'Ivoire, une autre Congo-Brazzaville, une autre RCA. On ne sait plus donner de la tête, mais ce qui est clair et précis, c'est des moments de vie politique qui parfois peuvent amener à des crises préélectorales, crises post-électorales, crises même pendant l'élection. On va interroger ces différentes crises et en sortie d'émission, on fera œuvre de pédagogie, on va essayer de voir et peut-être de conseiller ceux qui nous regardent, qui sont acteurs politiques, justement, à ne pas aller dans le sens d'une déflagration. Alors, et pour ce faire, ce soir, nous avons la société civile qui est représentée sur ce plateau. Le docteur Jean de Dieu Evouna, habitué et habituel de ce plateau, répond une fois de plus présent à l'appel de l'équipe de production de Uru Africa. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir monsieur Mbarga, bonsoir à vous aux millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier à la nouvelle équipe managériale qui a été mise en place, notamment le nouveau DG, le doyen, Zachary Niman, monsieur Zachary Niman, que nous voulons féliciter, sachant que nous avons grandi avec l'image de ce doyen-là. Oui. Nous croyons que lui, au centre de la réalisation, de la production managériale de Info TV quittera de numéro 3 à numéro 1. Merci Jean de Dieu Evouna. Je vais vers ma droite proche avec mon confrère Timothée Essomba, pour ne plus le présenter, qui est une fois de plus parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir au nouveau top management d'Info TV, bonsoir à nos nouvelles téléspectatrices que j'ai nommées Sabdié Oriane et Émilie Owona, épouse Tchala, qui nous regardent tous les lundis soirs. Mon bonheur est heureux que d'avoir une fois de plus été convié à cette agape intellectuelle, cette tribune qui parle des grandes questions africaines. Merci à vous Timothée Essomba, merci à l'équipe qui se rejoint aux téléspectateurs et téléspectatrices
Elles sont nombreuses tous les jours. Ils sont nombreux tous les jours qui nous écrivent, même en off, et qui justement s'intéressent désormais à la réflexion panafricaine. Je poursuis l'exercice avec un autre habitué et habituel de ce plateau, Simon Messengue. Vous êtes politique, vous êtes auteur, mais vous êtes surtout journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs de par le monde entier, surtout aux Africains, pas seulement de peau, mais de conviction, parce que aussi, aujourd'hui, nous devons apprendre à aimer notre Afrique, à aimer nos valeurs. Merci et bonne émission à tous ceux qui vont nous suivre. Merci Simon Messengue. Je l'ai dit, nous n'aurons pas la traditionnelle introduction tout de suite, eu égard à l'actualité brûlante, eu égard à l'importance du sujet, une seule problématique, une seule thématique. Jean-Dieu Evuna, je vais tout de suite planter le décor avec vous. Alors, présidentiel en Afrique, vecteur de crise avec un gros point d'interrogation. Pourquoi, selon vous, il y a-t-il autant de tensions lorsque l'on évoque ce moment important dans la vie politique des pays, la présidentielle? Pourquoi autant de crises? Pourquoi autant de tensions? Là, quand on parle de l'Afrique, on parle d'Afrique des peuples. L'Afrique, pas l'Afrique des nations. Parce que nous sommes dans des pays post-coloniaux où nous avons encore, malheureusement, des peuples culturels constitués qui sont juxtaposés au sein de nos États. Alors, c'est la raison pour laquelle vous allez constater que les questions politiques ou alors la gouvernance au sein de nos États est beaucoup plus axée, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau même de manière globale de la politique, opposition. Tout est fondé au niveau des communautés, des peuples culturels. Oui. C'est-à-dire chaque parti ou alors chaque leader politique a pour base sa propre communauté. Il faut regarder la chose sur ce plan-là. C'est-à-dire, même au niveau de la gouvernance, vous allez constater que les peuples d'Afrique crient souvent pleurent souvent d'une question de tribalisme, d'une question de néofascisme, de communautarisme et autres, oui, qui plombent toute forme de gouvernance qu'on peut vouloir développer au sein de nos États. Parce qu'il faut d'abord traiter la chose sur le plan sociologique. Et pour cela, nous retrouvons donc que certaines communautés sont parfois marginalisées, sont parfois mises à l'écart, ont parfois dénoncé qu'une seule communauté ou alors quelques communautés ont plus de privilèges que d'autres. Oui. Par exemple, dans notre pays où nous comptons plus de 300 communautés, la même chose ressort. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons constater des tensions, parce que la politique sur le plan sociologique n'est pas gérée de manière globale. Elle est conçue en fonction de chaque communauté, en fonction de chaque leader qui se veut représentant de sa communauté. Pourtant, en tant qu'homme politique, on devrait avoir une posture transculturelle, une posture transcendante, une posture transversale. On y arrivera sur les conseils, oui, et peut-être les profils, oui, d'hommes politiques qui sont souhaités lorsque l'on va évoquer justement la phase pédagogique de ce programme. On plante le décor avec ces présidentielles qui, je l'ai dit, sont multiples sur le continent. Il y en a pratiquement 6, pas très loin du Cameroun, pays à partir duquel nous émettons. On revient vers vous tout à l'heure, docteur Jean-de-Dieu Evuna, le temps de prendre la vie de Timothée Etomba sur la question: pourquoi est-ce que les présidentielles sont un moment aussi tendu sur le continent africain? L'élection présidentielle est le moment politique au cours duquel un peuple ou alors un électorat est appelé à désigner le président de la République, qui, sous plusieurs cieux, est le chef de l'État, c'est-à-dire, entre guillemets, le patron du pays, le patron d'une nation. La crise est une forme exceptionnelle de mécontentement ou de contestation. C'est une zone qui occasionne la sortie de l'ordre ordinaire vers un ordre extraordinaire, entre guillemets, ou alors un ordre hétérodoxe.
Maintenant, avant de revenir sur l'Afrique, permettez-moi rapidement de faire cette pirouette ailleurs. À l'heure actuelle, il y a des soubresauts en France. On parle d'épuration de musulmans politiques. On parle de possibilité d'obstruer la candidature de certaines personnes. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les affaires Le Pen et autres. Le Pen, son dauphin putatif, Jordan Bardella, ce n'est pas l'Afrique. Aux États-Unis, après la défaite de Donald Trump, il y a eu invasion du Capitole. Ce n'était pas l'Afrique. C'était sous des cieux que l'on estime être les parangons de la démocratie. Récemment, encore en Allemagne, il y a eu une crise. Alors, Timothée Somba, je vais vous retirer la parole un instant, le temps de pouvoir, en concertation avec la régie, régler un léger détail technique. On revient tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa, tout est désormais réglé sur le volet technique. On va donc pouvoir faire ce qu'on sait faire sur ce plateau, parler de l'Afrique et parler et questionner justement ces présidentielles qui arrivent en Pâques et qui vont certainement cristalliser les opinions et les attentions africaines. Timothée Somba, vous aviez la parole. Merci beaucoup de me repasser la parole, Monsieur Stéphane Barga. J'étais disant que on a observé des soubresauts en France, on a observé des soubresauts en Allemagne, on a observé des soubresauts en Grande-Bretagne, en Israël, aux États-Unis. Des endroits pourtant réputés être des parangons de la démocratie. Mais on a eu des crises. Parce que la crise, perçue comme une dysfonction de l'ordre normal des choses, peut avoir plusieurs facettes. On peut avoir des crises sociales, on peut avoir des crises institutionnelles. Le fait, par exemple, que l'on dissolve un parlement qui vient d'être élu pour procéder à une autre élection est une forme de crise. Le fait, les coups d'État et autres sont des crises. La contestation électorale qui débouche sur une crise sociale, pouvant déboucher sur une guerre civile, c'est une question de crise. Alors, qu'est-ce qui amène ces crises?
que l'on observe aussi bien en Occident qu'en Afrique. On va d'abord essayer de s'appesantir, Timothée Somba, sur l'aspect préélectoral. Parce que justement, il n'y a pas que l'aspect post-électoral après la divulgation des résultats. Il y a d'abord tout le parcours qui amène à l'élection. Il y a des recalés, il y a ceux-là qui estiment qu'ils devraient y être, ils ne sont pas appelés. Il y a ceux qui font de l'agitation et qui au dernier moment ne sont pas là. Qu'est-ce qui peut amener justement à ce qu'il y ait des tensions préélectorales avant justement l'instant fatidique qui est l'élection présidentielle en elle-même? J'y venais, Stéphane. Le problème d'aujourd'hui, à mon sens, n'est pas un problème qui est l'apanage de la présidentielle. Oui. Le problème est que nous assistons à la crise de la démocratie. Pourquoi je le dis? La démocratie, vue sur le prisme des libertés, de l'état de droit et autres, est une bonne chose. Mais la démocratie draine et traîne avec elle un élément très dangereux pour tout type de société. La compétition. La démocratie de compétition est donc le réel problème qui cristallise, catalyse et amène aux crises, fut-elle préélectorale. Parce qu'avant d'aboutir à l'élection, il faut constituer un dossier, oui. Il faut faire acte de candidature, il faut respecter certaines conditions. Parce que nulle part au monde, l'élection présidentielle n'est une auberge espagnole où n'importe qui peut se lever et dire qu'il va venir dormir là. Non. Il y a des conditions à remplir sous tous les cieux. Et c'est ce qui pose donc le problème. Parce qu'on ne va jamais trouver la médiane qui va satisfaire tous les potentiels, tous les désireux oui. de candidater à l'élection présidentielle. Toute condition qu'on va mettre est susceptible de ne pas être respectée, est susceptible de ne pas être remplie. Ou de disqualifier certains à la base. En qualifiant d'autres. On a vu des concepts assez sulfureux. On a, à un moment, du côté de Côte d'Ivoire, on évoquait l'ivoirité, qui était un motif de disqualification. Ipso facto. Voilà. En désaccord avec le concept même de nation sur le plan objectif, qui voudrait que on soit de quelque part, pas forcément parce qu'on a des liens de sang, oui. Pas parce qu'on est forcément né, mais parce qu'on se sent chez soi là-bas et qu'on met toute son énergie pour développer cet endroit. Donc, le gros problème aujourd'hui, c'est la question de la compétition électorale. On me dira peut-être qu'en Afrique, elle est plus fermée qu'ailleurs, mais mon argumentaire, pour ma première prise de parole, démontre quelque chose. C'est que cette compétition électorale ne peut aucunement être équitable. Et je sors en disant, il n'y a pas de crise où? Il n'y a pas de crise en Chine. Il n'y a pas de crise au Maroc, oui. Il n'y a pas de crise en Corée du Nord, il n'y a pas de crise à proprement parler en Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que tous ces pays ont réussi à avoir des leaders suprêmes qui se hissent en position d'arbitre. Oui. En Grande-Bretagne, c'est la reine qui est l'arbitre du jeu politique. Mais là, on est en monarchie, ce qui est complètement contraire à la démocratie. Justement, à l'entame de mon propos, j'ai bien dit que le problème aujourd'hui, c'est la crise de la démocratie de compétition. Partout, il y a des leaders charismatiques forts. Il n'y a pas de crise. Et pourtant, il y a l'état de droit, oui. Il y a les libertés, et il y a même des changements de personnes à la tête des institutions publiques. Il est donc question que l'Afrique pense enfin son modèle démocratique. Tous les jours ici, nous parlons de l'endogénéisation de la démocratie. L'endogénéisation de la démocratie. C'est quoi l'endogénéisation? En Afrique, le pouvoir ne s'obtient pas par la compétition. Le pouvoir s'obtient par le consensus, par la négociation, par les ententes. Il y avait des crises au Nigeria. Comment est-ce que nous avons mis fin aux crises électorales au Nigeria? C'est assez iconoclaste. Non, c'est en instaurant le système de rotation culturelle. Il a parlé tout à l'heure des problèmes communautaires. Parce que tout le monde se sent lié lorsque le leader est issu de sa zone communautaire. Oui. Ce sont des questions qu'il faut résoudre. Et elles ne peuvent être résolues, j'emprunte au vocabulaire du docteur Mbokiela, que par le système
de dialogue et de consensus. Système de dialogue et de consensus, peut-être la panacée de Timothée Somba, Jean-Maurice Mbok. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à l'échauffement, on était dans l'arène sportive, mais on voit déjà des prémices, on voit il y a des acteurs qui se positionnent, qui peut-être, sans le vouloir, créent déjà les germes de la contestation préélectorale. Qu'est-ce qu'on fait alors que justement, de partout en Afrique, notamment francophone, il y aura ces moments de tension que sont les élections présidentielles? Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir à téléspectateurs. Cette question des crises liées à la présidentielle, à mon sens, tient quand même sur plusieurs paramètres qu'il faut peut-être mettre sur la table aujourd'hui. Étant tout à fait en accord avec ce que mes précédents panélistes ont dit, surtout ce que Timothée Somba vient de présenter, j'ai envie de tirer le premier élément qui est le rapport à la présidentielle, le rapport à la fonction de président. En Afrique, c'est compris comme le tout-puissant, le patron de la vie et des carrières, le faiseur des princes et des rois, bref, la fonction la plus excellente, la plus exaltée, donc la plus convoitée. Et ce mauvais rapport fait donc que certains pensent que leur réussite sociale sera absolument en passant par là. Oui. Donc le mauvais rapport déjà à la présidence, à cette fonction de président et à la gouvernance à globalité, nous met dans cette situation de crise. Parce que si vous voyez la présidentielle comme une fonction sacerdotale qui vous donne d'être un obligé de vos populations, un serviteur, de rapporter des solutions. Vous n'allez pas courir dans l'affaire. Ce ne sont pas des gens courir pour être prêtre ou pasteur ou imam. Mais c'est parce qu'on a vu en ça une mangeoire. Le premier problème, il est donc là, le rapport à cette fonction présidentielle. Le deuxième problème, c'est la qualité même des compétiteurs. Les profils. Les profils des compétiteurs. Oui. Qui sont pour la plupart des personnes sulfureuses, des personnes assez particulières, pas tous, heureusement, des personnes qu'il faut questionner la moralité, parce que quand quelqu'un dit qu'on est prêt à sacrifier 50 personnes, je n'indexe pas quelqu'un, mais je dis comme ça vient. Oui. Même s'il faut sacrifier les gens, mais le dire d'une manière aussi froide, aussi à l'aise, ou bien ceux qui estiment aussi naturel, en certains lieux que c'est leur tour. J'en viens, c'est-à-dire que c'est le deuxième problème, la qualité, le profil, vous l'avez dit, de ces compétiteurs. À côté de celui qui dit qu'on peut tuer les gens, un autre qui dit que c'est ma part, c'est mon tour. Moi, je pense qu'à la République, on doit mettre en berne la question tribale. Oui. On doit mettre en berne. On doit rechercher, déjà par le consensus et l'échange, qu'est-ce que le pays veut, où est-ce que le pays va, et qui est à même de pouvoir amener le pays à cette destination. À ce niveau, sur les aspects de qui peut, parce que c'est là où les problèmes commencent. Oui. Qui peut, bientôt, le corps électoral sera convoqué au Cameroun, et c'est là où les premières échauffourées vont arriver. Qui peut, qui a le profil, qui a la capacité justement à se présenter. Et là, on entend déjà des débats en terre camerounaise qui nous amènent à des questions juridiques. On parle d'un mandat impératif, on parle de partis capables de porter des candidatures. Le qui peut, en lui-même, peut être déjà un facteur de contestation terrible. Facteur de contestation terrible, ça m'amène à mon troisième élément qu'il faut questionner aujourd'hui, qui est la culture politique des populations. C'est-à-dire qu'on a un débat aujourd'hui, tout simplement parce que la majorité des personnes qui s'engouffrent dans ces débats sont plus ou moins incultes sur la question de la constitutionnalité, comme Timothée Somba aime dire. C'est-à-dire que si les gens se renseignaient, si les gens s'informaient un temps soit peu, en rentrant même seulement dans le discours de la même personne qui nous amène dans ce débat-là aujourd'hui, qui lui-même a dit que comme je ne pars pas aux élections, je m'attends aux conséquences. Revenir aujourd'hui, essayer de faire le dilatoire, essayer d'embrouiller les gens et d'embarquer même des intellectuels d'un autre genre. Parce que si on vient maintenant tordre la loi, si on vient tordre les textes, il y a un sérieux problème. Mais
Le problème est au niveau de la culture politique des populations. Qu'est-ce que les partis politiques Est-ce que c'est les populations qui choisissent qui peut, Jean-Moïse Mbok? On a le Conseil constitutionnel, il y a d'autres instances qui, au vu des dossiers qui leur sont présentés, peuvent dire, vous êtes éligible, vous pas, en fonction des critères que la loi met à leur disposition. Est-ce que c'est les populations? Stéphane, ça commence bien quelque part. Il faut que les populations sachent qui est capable de quoi. Et c'est par votre programme politique. Qui est capable de porter nos idéaux. C'est votre programme politique. Et c'est normalement, tous les partis politiques en Afrique, et au Cameroun en particulier, devraient passer par les primaires. Oui. Et dans cette primaire, chacun expose ses procédés, ses méthodes, sa façon de voir et de faire le parti et comment il va le hisser au sommet de l'État pour pouvoir amener la nation à atteindre ses objectifs. Ça commence par là, Stéphane. Quand les populations sont averties, sont informées, oui, qu'on ne suit pas un candidat par affinité tribale, mais par cohérence, par bon sens, parce qu'il nous amène quelque part. Le deuxième problème qui est du choix du Conseil constitutionnel va se poser après. Parce que ces militants auront choisi la personne. Ils auront fait le tri. Ils auront fait le tri. C'est à eux de faire le tri. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel. Et c'est là qu'on a un problème. Parce qu'on amène les autorités à faire un travail qui n'est pas le leur. C'est un travail qui se fait à la base. Et il faut le dire aux Camerounais. On ne se lève pas, on crée un parti et on dit je suis candidat. Vous êtes candidat sur la base d'un projet. Vous êtes candidat sur la base d'un adoubement de votre base. S'il n'y a pas ces éléments-là, Stéphane, on aura les mêmes débats qui ne vont jamais finir. Donc pour moi, rapport à la gouvernance, profil des hommes politiques, manque d'éducation politique des différentes populations, et je sors par la vision globale de notre nation. Il faut tôt ou tard, à côté de tous les débats qu'on peut mettre, que celui qui va être président après 2025 puisse nous tracer un sillon. Vous dites... Oui, au Cameroun. Puisse tracer un sillon dans lequel les Camerounais vont se reconnaître et le parti qui viendra candidater va nous rassurer qu'il nous amène à la destination qu'on aura tous convenue. Pour le moment, on n'a rien convenu. C'est pour ça que ça part dans tous les sens. Merci Jean-Moïse Mbok. Je précise que vous êtes acteur de la société civile. Donc, aux premières loges, lorsque l'on évoque ces mouvements préélectoraux, Simon Messengue, on a des concepts qui, comme ça, font foison. Ailleurs, on parle d'ivoirité. Au Cameroun, on parle de mandat impératif. On parle de parti Yango. C'est une expression consacrée. Mais tout ceci pour justement argumenter et mettre un contenu dans le qui peut candidater avant même qu'il y ait élection. Ok, Stéphane, vous savez, une élection présidentielle est un moment très délicat dans l'histoire de chaque nation. Parce que l'élection participe au renouvellement des dirigeants et autres, et donc c'est un moment très délicat. Pour le cas de l'Afrique, il faut rentrer dans son histoire et comprendre le rôle que l'Afrique joue dans le monde. Il y a un gros mensonge autour de beaucoup de choses. D'abord, on vous dit que l'Afrique, c'est un continent pauvre, il détient 2% des richesses mondiales, ainsi de suite. C'est baratin, fallacieux qu'on nous envoie. Mais au demeurant, c'est le continent le plus riche. Oui. Et d'où viennent donc les crises que vous voyez. Lorsqu'on veut vous déstabiliser, on vous attend à un moment délicat de votre vie. C'est par là qu'on vous cible. Les élections en Afrique ont un problème. C'est que vous avez des nations impérialistes qui ont des supports internes. Oui. Et donc, de ce fait, ils les placent en mettant de l'argent, en mettant un certain nombre de choses, des instruments de manipulation pour pouvoir aboutir à ce qu'on a souvent vu. Alors, regardez très bien. Vous avez, dans le livre que je venais d'écrire, j'ai récapitulé près de 55 crises. Oui. Dans les États africains. J'ai fait un tableau
Dans le tableau, il y avait des causes apparentes et les causes réelles étaient les mêmes. Les richesses africaines. Je vous mets à défi. Prenez un seul pays qui a failli. Vous faites ce travail-là, vous verrez que les acteurs restent les mêmes. Alors, Simon Messenguer, nous sommes encore au niveau préélectoral. Très bien. On est encore dans les questions de profil. Vous allez comme le disait Jean-Moïse Mbok. Avant qu'on arrive aux contestations post, il y a le pré. Comment est-ce que on se positionne? Qui peut? Quels sont les profils? C'est la question sur laquelle on épilogue encore. Laissez le pré-électoral. Prenez d'abord l'objet pour lequel il doit avoir crise. L'objet n'est pas, c'est pas le peuple, c'est pas la contestation du peuple. On manipule la foule, pas le peuple. Parce que j'ai souvent entendu le peuple est sorti. Quel peuple? Vous avez déjà vu un pays? Parce que moi j'ai vu au Capitole. Il y avait plus de 5 millions de personnes au Capitole. C'était le peuple américain? Non. C'était une foule. Que le pacte social a réglé. Ils l'ont réglé de leur manière. Si nous avons décidé, vous allez admettre cela. Vous êtes content ou pas, vous attendez les élections. Trump est revenu, non? N'est-ce pas? Oui. Il était à Dubaï, non? Si, à cette période-là, l'État américain avait failli, vous connaissez le nombre de personnes qui pouvaient en pâtir. Il y a donc la notion de pacte social. Le pacte social est réglé pas par des individus, par la loi et la constitution. Oui. Et donc de ce fait, tous les États qui se bâtissent dans ce cadre-là sont des États qui résistent à ce type de crise. Mais même aux États-Unis, on a vu le Capitole envahi. Et ça veut dire que même là-bas, il y a toujours cette notion de contestation. Qu'est-ce qui a prévalu? Le droit et la Constitution. Avec des morts et des prisonniers aussi. Et des morts pour rien. Des morts pour rien. Complètement pour rien. Des morts pour rien. L'élection a été faite. Qui a gagné a gagné. Vous attendez le prochain cycle. Vous tirez les leçons et on avance. Nous sommes dans un état, dans des états civilisés. Alors, certains, dans les pays africains, utilisent des stratagèmes. Ils prennent même de l'argent, ils donnent aux badauds pour affronter. Ça c'est vous qui le dites. Nous jusqu'ici, on n'a pas de preuve qu'il y ait eu de l'argent qui aurait été donné à des badauds pour ils donnent de l'argent aux badauds, ils les manipulent, d'autres même droguent les gens pour des desseins malsains et inavoués. Ils le font parce qu'ils savent que les États impérialistes vont les soutenir, vont utiliser les médias mainstream, vont utiliser les ONG pour prouver quoi que ce soit. On a vu dans un État ouest africain quelqu'un que la Cour constitutionnelle avait déclaré vainqueur se fait débarquer, la même Cour constitutionnelle débarque, mettre une autre personne, et par la suite, tenez-en, une Cour internationale a même pris en disant que c'est lui qui est à l'origine de telle ou telle chose, pour que 10 ans plus tard on dise que non, ce n'était pas lui. Bon, ce n'était pas lui qui était là. On ne vous dira plus pourquoi. Parce qu'en réalité, l'objectif n'était pas des individus qu'on a mis comme les pions, mais c'était la richesse de ce pays. Et ils s'en sont servis. Donc, mais nous sommes en 2025. Oui, pour chuter. Et il y a certains pays, moi j'aime souvent parler de mon pays, le Cameroun. Oui. Les Camerounais, on aime souvent dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Et c'est vrai, le Cameroun, c'est le Cameroun. Parce que dans l'histoire du Cameroun, les Camerounais ne se sentent jamais inférieurs. On ne les manipule pas. On ne sert pas, les Camerounais ne sont pas du bétail qu'on va sacrifier pour des desseins étrangers. On le fait ailleurs, mais pas au Cameroun. Donc, une élection comme celle qui se passe au Cameroun, effectivement, vous allez vous rendre compte, et là j'en viens à votre question pour chuter, que des gens, vous avez deux types d'acteurs. Et on doit pouvoir les identifier clairement à partir de leur mode operandi. Il y a des acteurs qui sont sur le terrain pour mettre en place un maillage territorial afin de préparer au mieux l'élection. Oui. Il y a d'autres qui sont dans le discrédit des structures techniques institutionnelles d'organisation des élections. Pourquoi ils le sont? Ils sont parce qu'en fait, ils veulent sortir du cadre électoral pour aller dans la crise
comme c'est le cas de votre thème, on doit pouvoir les identifier et vous apporter des éléments qui sont des éléments saugrenus. Pire encore, certains diplômés de l'enseignement supérieur qui certainement ont faim. Ah, c'est vous qui le dites. On ne va pas insulter l'intelligence. Non, on ne va pas insulter l'intelligence. Non, je n'ai cité personne. Dire qu'ils ont faim, c'est péjoratif. Écoutez, vous avez chuté. J'ai dit ceci. Je n'ai cité personne. Comme pour dire que je ne suis en train d'indexer personne. J'ai dit que, je n'ai pas dit intellectuel, j'ai dit certains diplômés. Parce qu'il y a une différence entre un diplômé et un intellectuel. Certains diplômés qui nous disent que, croyez-moi parce que je suis diplômé. Ils vous disent que non, c'est parce que je suis diplômé que vous devez me croire. Non pas parce que le procédé scientifique me donne raison. Quand des gens viennent vous dire que, en fait, un parti politique qui n'est représenté dans aucune assemblée peut présenter un candidat sous le prisme de la Constitution et du code électoral au Cameroun. Vous appelez comment? Intellectuel ou diplômé. Donc c'est pour dire... On revient vers vous, Simon Messenger. Non, vous ne chutez pas, vous avez chuté. Je reviens vers vous. Permettez une prise de parole. Je suis donc en disant qu'en 10 secondes que chacun doit faire son travail. Barga, tu es journaliste, c'est toi qui modère. Le Conseil constitutionnel et la loi et le code électoral doivent être capables de régler tout cela. Merci. Nous autres, chacun joue son travail et pas d'amalgame. Pas d'amalgame, Jean de Dieu et Vouna, mais l'on sait que parfois aussi la loi a été instrumentalisée pour écarter. On a vu en Côte d'Ivoire, avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour du concept d'ivoirité, qui aujourd'hui semble revenir avec l'éviction de M. Thiam, pour l'instant. M. Barga a écouté mes deux copanélistes. Ils nous font une démonstration qui fait montre de ce que la vie politique en Afrique est une théâtralisation. Quand j'ai écouté... Vous parlez de théâtre, mais nous on compte les morts. Oui. Il y a eu la fameuse polémique où il y a eu 50 morts au Sénégal. Justement, là, c'est plus du théâtre, c'est du réel. Je vous parlais d'une mise en scène. Théâtralisation, c'est une figure d'une mise en scène. C'est-à-dire, lorsque j'ai écouté M. Somba, à la suite, mon frère Matsenge qui vient de nous faire cet exposé, il fait montre de ce qu'il y a un producteur, un réalisateur et des metteurs en scène qui choisissent qui doit jouer tel ou tel rôle pour légitimer des pouvoirs. Oui. Vous avez pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de préélectoral, c'est-à-dire qui sera candidat. Voilà le problème aujourd'hui, même dans notre pays. Oui. Mais vous allez constater que M. Motengue dit qu'il y a deux couloirs. Moi, je pense que les deux couloirs sont liés. Qu'il y a au fait des gens qui créent une opposition très extrémiste. Alors, je pose une question, Jean de Dieu. Lorsque l'on connaît le cadre normatif dans lequel on doit s'inscrire pour être candidat à une élection présidentielle, par exemple au Cameroun, et que volontairement on choisit de ne pas adopter la posture qui vous permet d'être candidat, qu'on choisisse une voie qui est une stratégie politique pour un temps comme pour un autre, et qu'on revienne après essayer par des tournures juridiques se positionner. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas questionner peut-être le profil de ceux qui sont censés vouloir diriger les peuples africains? La question est la suivante. Celui dont vous faites allusion fait quoi dehors alors que ses copains sont dedans? C'est ça la question pour vous? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a une théâtralisation de la scène politique africaine et particulièrement, même dans mon pays. Vous ne pouvez pas avoir commis des actions avec des gens et vous vous retrouvez dehors et d'autres sont dedans. Ça veut dire qu'on vous a libéré pour venir jouer un jeu. C'est assez simpliste comme réflexion. Non, c'est pas simpliste, c'est une image que je renvoie. Et ceux qui comprennent ce que je dis en sociologie politique comprennent que c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que je ne peux pas être en groupe avec vous et je suis le chef bandit. On nous arrête tous. Mais vous quatre là, vous restez en prison. 8 ou 9 mois après, je me retrouve dehors et je vais aux élections. Je ne vais pas aux législatives. Après, je me retrouve que je suis tellement libre. Je suis à Paris, je fais des discours, rien ne m'inquiète. Je dis c'est une théâtralisation de la scène politique.
Pourquoi? Parce que je ne devrais pas être dehors. Un chef bandit ne peut pas se retrouver dehors. Alors, si c'est en réalité... qui n'ont pas la sphère politique africaine. Non, je parle pas des chefs bandits. Non, attendez. C'est des images. Quand je parle de théâtralisation, c'est des images que je renvoie. C'est des mises en scène que je renvoie. On te donne le rôle de jouer l'extrême droite africaine ou dans un pays où tu tiens un discours très radicaliste. Pourtant, tu sais que toi-même, tu as dit que tu n'iras pas aux élections. Et tu sais qu'en fin de compte, tu n'iras pas aux élections. Mais quand même, pour légitimer et faire croire qu'il y a une pseudo-démocratie dans nos pays post-coloniaux, on crée donc des oppositions. On crée donc des opposants. Est-ce que le régime africain aurait intérêt à créer même de la contestation préélectorale? Oui. C'est ce qui va arriver. Oui. S'il y a des candidats qui sont éliminés même avant d'avoir concouru, il y aura des tensions. Comme ça qu'on commence à observer. Les tensions laissent entrevoir qu'il y a une pseudo-opposition et un régime qui semble-t-il flexible à certains points. D'autres, il est dictatorial. D'autres, il est ceci. Comment on peut parler d'un mandat impératif pour je prends un exemple du Cameroun. Au nom de quel parti ces démissionnaires qui ont démissionné, par exemple du SDF, émargent à l'Assemblée nationale? Au nom de quel parti? Parce qu'il n'y a que, je crois, 6 ou 7 partis à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un opposant. Avant d'aller créer son parti, il a démissionné du RDF. Mais là-bas, quand on émarge, on signe au nom d'un parti. Si vous voulez signer un document, si vous voulez prendre votre argent, vos émoluments, c'est au nom d'un parti. Et ici, au nom de quel parti? Voilà tout le problème. Ça veut dire que quand vous démissionnez d'un parti, tant que votre mandat est en exercice et que vous êtes député, vous signez, vous émargez au nom d'un parti et du parti pour lequel vous avez été voté et que vous êtes à l'Assemblée nationale. Et des professeurs, et des gens de droit, et de ceci nous sortent une histoire de mandat impératif, alors et disant qu'ils vont prendre des députés des autres partis, alors que ces députés savent qu'ils émargent au nom du parti où ils ont démissionné, jusqu'à la fin de leur mandat. Ça veut dire qu'on nous crée une histoire qui n'a aucun sens. C'est pour cela que je parle de la théâtralisation de la scène politique africaine. C'est-à-dire que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, on crée des pseudo-tensions et c'est ce peuple aveugle qui sort comme ils sont sortis à Douala disant que ils brandissent ceci et cela. Je dis c'est la théâtralisation parce qu'il y a en fond un producteur, des gens qui tiennent des manettes, qui donnent des rôles à certains. On a donné le rôle. Pour moi, je pense que l'élection 2027, par exemple dans mon pays, le véritable opposant n'est pas là. Il ne sera pas là. Parce qu'on ne peut pas me parler d'une histoire 2 mois, 3 mois, mandat impératif. Moi, je pose la question les députés dont ils convoitent. Vous avez déjà... émargent au nom de quel parti à l'Assemblée nationale? Si ce n'est pas la théâtralisation de la scène politique. Merci. Et je voudrais donc dire au peuple d'Afrique, au peuple qui nous regarde, ne mourrez pour personne. Tant que nous n'avons pas, comme l'a dit Mosengé, parce que dans nos États, nous n'avons pas encore ce que nous appelons un idéal collectif, comment tu l'as appelé, un contrat social. Il y a cette faiblesse, cette fragilité de la scène politique parce qu'il n'y a pas un idéal collectif commun qui est fondé sur le patriotisme et le nationalisme, qui fondent 2 choses, notre histoire, nos origines, notre façon de vivre et une communauté de production de biens. Merci Jean-Joseph Vouna. Timothée Somba, là on va essayer de sortir des effets d'annonce post-électoraux pour aller de l'autre côté. On va traverser rapidement la séquence du vote de l'élection en elle-même pour atterrir après proclamation des résultats. Là, c'est encore souvent plus grave parce que tout de suite, on va voir des personnes, avant même que les institutions n'aient à se prononcer, qui déjà s'autoproclament chefs de l'État, qui font des discours, qui disent vouloir protéger X ou Y, et qui, avec des relais internationaux, semblent être cela en capacité de créer ce chaos qui est souvent constaté, cette perte en vie humaine qui sont constatées et qui discrédite de façon évidente les efforts démocratiques de certains pays africains. Un officiel d'une chancellerie africaine m'avait confié un soir, je le cite, ce monsieur
qui dérange là dehors est fort. On tient une réunion à huis clos et le lendemain, il a l'information. Je ne vais pas vous donner la chancellerie, je ne vais pas vous citer le nom de l'officiel, j'ai juste donné cette phrase. Pourquoi je le fais? C'est pour dire au peuple qui nous suit que moi je ne suis pas en phase avec la théorie de la théâtralisation interne. Moi aussi, parce que là on parle de mort. Il faut savoir que, comme l'a relevé M. Messengue tout à l'heure, Interne. l'enjeu souterrain des pays africains n'est pas à prendre à la légère. Il y a des gens quelque part qui ont intérêt à ce que l'Afrique ne soit pas en paix et qui savent que le meilleur moment d'exacerber les frustrations, les tensions et tous les appétits, c'est le moment électoral. Oui. Dans des États densément communautarisés et où l'on a choisi d'instrumentaliser justement les communautés. Donc, la théâtralisation peut exister, mais son épicentre n'est pas local. Est-ce qu'on peut faire des théâtres avec des morts? Moi, je me pose la question. Oui, en 2018, par exemple, au Cameroun, il y a eu des gens qui ont perdu des biens, il y a eu des familles brisées, il y a eu des gens encore en prison que, justement, du fait du rendu de la justice, ils sont en prison. Est-ce qu'à ce niveau-là, lorsque vous éprouvez dans votre chair, est-ce qu'on pourrait encore évoquer de la théâtralisation? Nous tous aujourd'hui, nous savons que la Covid-19 était un gros théâtre, non? Voilà. Les lobbies financiers théâtralisent même la mort. La preuve est qu'à Hollywood, on tourne les films d'horreur où on banalise la mort. Donc, les enjeux économiques, géoéconomiques, qui débouchent in fine sur les enjeux géopolitiques, impactent sur le processus électoral africain, qui se caractérise d'abord par une carence des finances. Les élections sont financées par l'extérieur, Oui. parfois par des chancelleries, parfois par des organisations internationales. Et en vertu de la maxime politologique qui voudrait que qui paye commande, celui qui a financé une élection attend quelque chose, soit du régime en place, soit de l'opposant qu'il a choisi, Oui. en lui accordant d'organiser des meetings sur son terroir, en ne faisant aucune sortie pour se désolidariser de ses propos haineux, tendancieux, à connotation insurrectionnelle. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 9 juin. Oui. Ça fait 10 jours que quelqu'un a tenu un meeting avec des propos incendiaires dans un pays dit de droits de l'homme et des libertés. Est-ce que vous avez entendu cette chancellerie faire une sortie pour dire qu'elle n'estime pas avoir commis une erreur en autorisant le meeting, mais qu'elle tient à se désolidariser de la partie dangereuse des propos de celui à qui on a autorisé le meeting? Est-ce que le pays en question, est-ce que le pays d'origine de ce homme politique a convoqué la chancellerie en question pour questionner sur ce genre de discours sur son territoire? Le pays n'a pas besoin de convoquer parce que celui qui a tenu le meeting n'est pas un officiel. Celui qui a tenu le meeting a le droit de tenir le meeting. On ne va pas questionner le droit de tenir le meeting. Mais le discours, on questionne la partie du discours qui est susceptible d'entraîner soit une crise préélectorale, Oui. soit la crise post-électorale, Soit un incident diplomatique. soit un incident diplomatique. Mais pourquoi il n'y a Il pas aurait de ça? été de bon ton voilà. que la République de France, qui a abrité le meeting, fasse une sortie pour se désolidariser des propos tendancieux. Ce serait un premier pas vers l'apaisement. Ça allait rappeler alors que cet individu, il aurait compris que si le pays qui m'a permis de prester est déjà contre une partie de mon discours, je dois me raviser. Mais non, on observe un silence complice, voire même complaisant. Est-ce qu'on va dire complice? Peut-être les affaires africaines. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaine. Cette chancellerie ne voit pas intérêt à réagir. Merci Stéphane Barga. On observe un silence complice parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Une fois encore, en sciences politiques, on dit
pas d'intérêt, pas d'action. Si leurs intérêts étaient menacés, il y aurait déjà une réaction. C'est parce que leurs intérêts semblent avoir gagné en côte. Mais Timothée, quand nos intérêts sont menacés, pourquoi notre Dieu aidé, vous n'a... Chaque fois que vous me coupez la parole, vous me faites perdre le fil. Non, moi je pose la question. L'émission d'aujourd'hui est très disciplinée. L'émission je juge tous les pans. Ok. Il faut pas qu'on... C'est donc une question d'intérêt. Oui. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, il y aura surenchère sur des minéraux, surenchère sur ceci, surenchère sur cela. C'est la raison pour laquelle quelqu'un était arrêté en tant que leader d'un mouvement illégal. Mais certains lobbies internationaux ont certainement fait pression pour que lui sorte et que d'autres... Le président a même dit. Et que d'autres ne sortent pas. Il y a tout un chef d'État qui est venu plaider pour sa libération ici en Mondovision. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'État souverain, puisque justement, il y a la matière à s'étonner, à se questionner quant à la capacité, les capacités des États à être souverains sur les questions électorales. Parce que là, il s'agit d'un rendez-vous du peuple. Un homme décide, lui, qu'il est déjà président, il donne des injonctions à l'armée, donne des injonctions à X, à Y, et on semble le valider à l'échelon international. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude on prend pour éviter justement ces crises post-électorales qui, malheureusement, font couler beaucoup de sang sur le continent? Stéphane Barga, de ma posture de juriste, je présente mes excuses aux téléspectateurs pour ce que je vais dire. Qu'est-ce qui nous cause le problème en ce moment? Ce sont les élections. Mettons-y un terme pour l'instant. Faisons comme le Burkina Faso. Faisons du développement. Est-ce que la situation du Cameroun est la même que celle du Burkina Faso? Stéphane Barga. Il n'y a pas de coup d'État au Cameroun. Il n'y a pas eu... Je ne parle pas du Sénégal. Non, ces situations sont... Stéphane Barga. Similaires. Le Burkina Faso sort de combien d'années d'instabilité politique qui ont abouti à l'insurrection? C'est pas le cas du Cameroun. Qui ont abouti à l'insurrection? Plusieurs années, n'est-ce pas? Le Bénin, tout à l'heure, va entrer en période électorale. Talon, qui avait dit qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, est déjà en train de réfléchir. Et ce n'est pas... Et la réflexion n'émane pas de lui. Il reçoit déjà une pression de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique soit en paix parce qu'ils convoitent nos richesses. À partir du moment où nous avons identifié que le caillou dans notre chaussure, c'est la démocratie de compétition, mettons-y un terme. Retournons, même si c'est pour une période courte de 25 ou 50 ans, aux monarchies. Construisons notre Afrique et une fois que nous serons prospères, que nous serons réellement souverains avec notre monnaie, maîtres de notre destin, nous pourrons donc tracer notre démocratie. Parce que dire que nous sommes des États souverains, alors que notre monnaie est battue ailleurs, dire que nous sommes des intérêts souverains, alors que sur l'échiquier du rapport de force, parce qu'en relation internationale, même le droit est l'expression des rapports de force. C'est la raison pour laquelle on attaque ici et on n'attaque pas là-bas. Est-ce que nous pouvons donner le change du point de vue de la puissance militaire? Nous ne pouvons pas donner le change. À partir de là, moi je milite pour une sortie assumée de la démocratie, retour aux monarchies comme au Maroc, une monarchie parlementaire, retour vraiment à nos origines, que notre seule religion soit le développement. On va repenser, et je vais sortir avec cette citation d'un chef d'État de la sous-région qui avait dit, je ne vais pas donner son nom, mais vous allez reconnaître que démocratie est tellement beau. Dès que nous aurons fini de construire notre pays, nous allons donc accueillir démocratie. Je vous donne une minute, Simon Messengue, puisque vous voulez absolument réagir. Oui, je voulais dire que quand Timothée dit que revenons, on prend la décision comment? Il y a des États comme la Libye qui ont failli. Parce que justement, la démocratie a encore quelque chose de bien plus sécurisant. Parce que là, au moins, il y a un élément comptable qui montre que le peuple a été d'accord. Parce que, comment on a attaqué la Libye? On a attaqué comme ça. Aujourd'hui, la Libye, on connaît comment elle est. Oui.
il faut que... Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que la démocratie est mauvaise. Ce n'est pas elle qui nous crée des problèmes. C'est une forme, j'ai parlé de la démocratie, de compétition. Ce n'est pas elle. Puisque le pacte social résout ce problème-là. Mais il n'a résolu nulle part dans le monde. Même lorsque nous sommes tous journalistes. Vous avez votre média, j'ai le mien. Il y a une compétition qui est réglée par la loi. Et donc nous pensons que le problème, ce n'est pas la démocratie. Le problème ici, c'est ceux-là qui veulent mettre en mal la démocratie. Je prends un cas de figure. Nous sommes là aujourd'hui. Il y a eu une élection. Les résultats ont été proclamés après un contentieux post-électoral fait à mon division pendant 7 jours. Oui. On dit, ok, venez présenter les arguments qui font de vous le gagnant. Vous n'amenez pas les arguments. Vous venez créer plutôt un autre problème. Un problème communautaire qui n'existait pas avant. On peut se retrouver avec des vulgaires vandales qui se réclamaient d'une certaine communauté, mais en fait qui ne le sont pas en clair, mais qui veulent amener une communauté à avoir un débat qui n'a pas. Ces histoires qu'on appelle la basse et autres, ainsi de suite. Qu'un État a même légalisé, voyant les méfaits des mises à sac des ambassades et autres. Et vous comprenez très bien qu'en fait le problème se trouve ailleurs. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut avoir peur du blanc et mépriser le policier. Parce qu'on le dit, ça c'est trivialement, c'est pas pour dire que c'est pas un élément raciste, mais en fait pour dire que celui-même qui doit vous faire peur, ne vous fait pas peur, mais celui-là qui ne devait même pas vous faire peur. Pour dire quoi, Simon Messengue? Pour dire que, à l'endroit vu. Pour dire clairement que, reconnaissons une chose. Je prends le cas du Cameroun, qui a intérêt aujourd'hui dans le monde entier à ce que ce pays soit déstabilisé. Ce ne sont pas les Camerounais. Merci. Non, pas du tout. Ce sont ceux-là qui savent qu'aujourd'hui, il y a un pays qui a 60%. Qui a intérêt à ce que les choses changent? Ça peut aussi être le Camerounais. Non, changer dans quel sens? Ah, peut-être c'est les hommes qui vont parler à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis que dans quel sens? Puisque la réalité, c'est que le Cameroun a un minimum, je veux être journaliste, un minimum de souveraineté. Qui fait qu'aujourd'hui, il a diversifié ses échanges et il n'est plus sur le dictat d'une métropole. Oui. Mais quand on regarde bien, ces métropoles ont perdu combien, ils ont perdu quoi? Et donc, ce sujet que vous mettez est aussi un sujet géopolitique. Qu'est-ce qui se joue au Cameroun, par exemple? Ce n'est pas seulement une simple élection. C'est de savoir, est-ce que le Cameroun continue à s'émanciper? On revient Nous ramenons. Et si on revient vers ceux vous. qui veulent qu'ils s'émancipent sont à l'intérieur, ceux qui veulent qu'ils ne s'émancipent pas sont allés prendre leur puissance quelque part. Merci Simon Messengue. Jean-Maurice Mbok, les questions d'émancipation, les questions de souveraineté n'empêchent pas le premier débat qui est celui d'un consensus, d'une norme respectée, d'un résultat respecté, mais qui à la fin est contesté parfois par ceux mêmes qui ont contribué à son élaboration. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ces moments de tension qui vont mettre le peuple à la confusion? Le corps électoral au Cameroun sera appelé très bientôt. Et là, on va voir les prémices de ce qui peut être très grave si rien n'est fait, si justement les bases d'un apaisement ne sont pas ici, en ces lieux, posées. Alors, dans mon premier propos, j'ai convoqué 3 éléments qui amenaient aux crises. Et je veux convoquer le 4e élément que les autres ont déjà convoqué ici, c'est l'ingérence scientifique. L'ingérence scientifique, c'est justement ces officines qui surfent sur les malaises des sociétés, sur le malaise des populations, Oui. sur les incompréhensions ou l'absence de communication de ceux, par exemple, qui sont au pouvoir. Ils font des choses qu'ils ne disent pas, et parfois ils disent ce qu'ils ne font pas. Ce qui fait donc qu'il y a un flou qui s'installe, mais l'ingérence scientifique ne vient pas simplement dire qu'on n'aime pas le président. On vient dire que ce n'est pas la personne qui vous faut, parce que regardez comment les gens souffrent, regardez comment les gens sont, regardez comment les gens sont. Donc, l'ingérence scientifique crée un contexte de suspicion, Oui. crée un contexte de malaise qui amène donc naturellement le discrédit sur les instances Oui. qui vont prononcer les résultats à la fin. Mais c'est organisé.
dans cette scientificité, on va y arriver, oui. Dans cette scientificité, ils cooptent des hommes, ils cooptent des individus qui ont pour seul but d'asseoir, mais de créer une ramification extrêmement confuse. Ce n'est pas une vision facile d'un individu fabriqué par l'Occident, censé mettre le chaos et qui justement prendrait le pouvoir, alors que l'on voit, nous sommes encore là, le corps électoral n'est pas convoqué, mais on sent déjà une atmosphère qui est en train de s'étendre. Nous sommes au Cameroun, pour ceux qui ne sont pas très calés sur les questions géographiques au Cameroun, on a vu à Douala, c'était hier, des scènes qui peuvent être, si elles ne sont pas maîtrisées, qui peuvent être sujettes à confusion, qui peuvent être sujettes à contestation, qui peuvent être prémices d'événements assez malheureux pour le pays. Comment est-ce qu'on fait, Jean-Maurice Mbok, pour que ce qui peut-être est planifié ne puisse pas arriver? Alors, Stéphane, docteur Mbok, permettez, ce n'est pas l'atmosphère qui s'étend. Il y a un individu qui tend l'atmosphère. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que Stéphane, je vous dis que l'ingérence aujourd'hui, elle est scientifique. Elle est extrêmement scientifique. Et quand elle rentre dans une nation, je parle du Cameroun, je parle de la Côte d'Ivoire, c'est tellement bien présenté que de prime abord, vous avez l'impression qu'ils ont raison. C'est ce qu'il disait à M. Gbagbo. Certains Ivoiriens ont cru que c'était l'autre qui avait gagné. Mais on vient 10 ans après, il dit que non, en fait, c'est que parce que cette ingérence est scientifique. Stéphane, la loi n'appartient pas à la foule. La loi appartient à ceux qui ont été nommés pour cela. On parle de Douala, on a un gouverneur, on a un préfet, on a un sous-préfet qui a la discrétion d'admettre ou non un rassemblement. C'est à sa discrétion, c'est son pouvoir. Si jamais on estime par les renseignements qu'il y a menace à l'ordre public, on annule un meeting. Ce n'est pas le premier. Il me souvient qu'il y a cela un mois, un meeting du RDPC a été interdit dans le Nord. Il faut qu'on dise aux Camerounais. Donc aujourd'hui, oui, s'il vous plaît. Il a été interdit. Un rassemblement du PCRN a été interdit. Même le SDF dans le sud a été interdit. Il ne faut pas qu'on vienne raconter des stupidités aux Camerounais. L'ingérence scientifique, donc c'est quoi? C'est d'éluder. Donc d'abord, je vous donne une astuce, une puce. Le 10 décembre 2022, le MRC a organisé un giga meeting à Japoma. Il ne faut pas donner l'impression qu'on leur interdit tout. Qu'il y a un musellement. Voilà, ça c'est vous qui le dites. Non, il n'y a pas le MRC sur ce plateau. Ce sont des faits. C'est vous qui le dites. Vous avez posé une question. Oui, mais le MRC n'est pas sur ce plateau. Ceux qui écoutent, non, je n'ai pas posé une question. Je dis que pour que ceux qui nous écoutent hors du pays aient les éléments, je dis juste que il ne peut pas avoir un problème de musulmans à partir du moment où à Douala, à Japoma, je dis bien à l'esplanade du Chad où il y avait encore un peu plus d'espace, il y a eu un meeting là-bas d'installation et autres. Merci. On a compris. Tous ces éléments que je convoque, c'est pour mettre en lumière l'ingérence scientifique qui a pour seul but de créer un problème où il n'y en a pas. Vous rentrez d'un voyage et vous estimez que vous devez rencontrer vos militants. Vous êtes supposé avoir 100 militants dans la zone. Parce que quand on parle quand même d'un parti politique, arrêtons de faire comme si on est des sauvages. Un militant d'un parti politique, c'est qui a une carte et qui a ses cotisations à jour. Qu'on arrête de dire les bêtises aux gens. Que la foule, non, c'est nos militants. Vous êtes militants sur la base de quoi? Que ce président de parti montre donc aux autorités que j'ai une réunion avec mes militants qui sont, on les identifie, qui ont le cas. Pourquoi à partir de là, le même est appliqué aux autres, la complication. On a besoin pour les faire tout ça. Je vous rappelle que le PCRN a connu au moins 4 meetings annulés. Oui. Personne ne parle. Parce que ce n'est pas les travailleurs.
faut qu'on arrête de jouer à ce jeu. C'est très clair. Stéphane, c'est des conseils de parole. Il ne faut pas se faire. C'est mon temps de parole. Oui, on a compris. Mais l'ingérence scientifique sur ce genre d'appellation qu'il faut tuer rapidement. Oui. Ils s'appellent eux-mêmes les grands travailleurs. C'est une ingérence scientifique. Pour donner l'impression qu'il y a un peuple au-dessus des autres. Ce n'est pas ça être patriote. On est patriote parce que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas un peuple qui est plus grand qu'un autre au Cameroun. Est-ce que voilà mon message, le parti politique, ou alors le parti politique en question appartiendrait à un peuple qui... Faudrait pas nous amener dans ce débat. Stéphane, s'il vous plaît, j'ai mon temps de parole. Oui. Et permettez-moi d'exploiter mon temps de parole. Oui, mais j'ai publié aussi normé. Oui. On est normé. Et ce que je vais dire, j'ai ma page Facebook, on peut aller voir. Quand j'ai dit qu'il faut respecter l'ordre, si le gouverneur a dit qu'il n'y a pas de meeting, ce n'est pas là que... Encore qu'ils n'ont même pas déclaré. Ils n'ont pas déclaré. S'il vous plaît, le président l'a dit, on n'a pas déclaré, mais on a informé. Il a estimé qu'il n'y a rien à déclarer. Je reprends ses propos. Hein. Oui. Lui-même, il dit qu'il a demandé au gouverneur donc de lui faire une note qui dit que c'est annulé. Et le gouverneur dit que mais je fais la note sur la base de quoi? Tu n'as rien écrit. Stéphane, mais arrêtez d'insulter les Camerounais. Alors, tout ça, je continue donc en disant que quand sur ma page, j'ai dit, il ne faut pas qu'on entraîne le pays dans le désordre. Ce monsieur n'est même pas sûr qu'il va être candidat. Je pense qu'il gagnerait à chercher des voies et moyens pour être candidat, au lieu de venir attirer la foule qui va lui poser des problèmes. Stéphane, Tchafak, Tonfac, Téléfac, Zeze, machin, ils sont tombés sur moi, boum. Oui. Et vous savez, je m'en fous parce que je n'ai pas une affaire de tribu. Qui sont des Camerounais. Ce qui est logique. Qui sont des Camerounais. Je le dis ici pour que ce coup d'État ou alors cette ingérence scientifique s'arrête. Oui. Stéphane, ne jouons pas à la politique de l'autruche. Si on veut adresser le problème de crise, il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas cachés. On les voit. Merci. Ils ne sont pas cachés. Merci. On les voit. On l'a compris. On l'a compris. Bon. Tant que les gens de Dieu vous disent aussi un mot, ils disent aussi un mot. Vous savez, Monsieur Mbarga, je suis très amusé d'écouter mes frères ici exposer sur la théâtralisation qui est une ingérence étrangère. Cela renvoie à ce que nos États sont dirigés par des adolescents. Nos États ont à la tête des hommes capables de mettre des institutions ou de contrecarrer des ingérences étrangères. Nous ne sommes pas à même de lire et d'anticiper, de planifier, même aux États-Unis, les ingérences. Les ingérences partout. Permettez, pas ça. Ne venez pas traiter nos gouvernants d'adolescents. Je ne blague pas, je dis pas ça. Attendez, je dis donc que ce que vous exposez aux États-Unis sur l'ingérence d'un pays qui est dans le processus électoral. Ce que vous exposez renvoie à dire que aujourd'hui, dans tous les États africains, il n'y a pas un qui soit capable de planifier dans le monde entier. Il y a des ingérences. Mais moi, je voudrais dire je suis d'accord que l'Afrique est un panier de poules aux œufs d'or. Et c'est d'accord que nous sommes convoités. Mais on ne peut pas toujours remettre le tort aux autres. Sinon, nous nous infantilisons, nous disons que nous ne sommes pas capables. Oui. C'est ce que je veux renvoyer au regard de ce qui a été analysé ici. Je ne dis pas que nos États sont dirigés, je ne crois pas je ne crois pas que mon chef d'État, par exemple, à son âge, soit encore appelé. Mais je dis que c'est une manière de refuter l'analyse qui est faite, qui renvoie que c'est parce que les étrangers ont manipulé et ont créé, et ce sont eux qui sont à la base de la théâtralisation de la scène politique africaine. Je dis non. J'espère que je peux répondre. Je dis non. Moi, c'est mon temps de parole. Je dis tout simplement que... Ah, mais le mien, vous avez parlé. Oh, docteur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a convoqué plusieurs éléments. S'il vous plaît.
donc, Stéphane, je ne veux pas qu'il y ait ce rendu. Oui. On a convoqué plusieurs éléments. Oui. L'ingérence est un des éléments sur les 4 que moi j'ai convoqués. Okay, moi je reviens pour dire que Oui. comme cela montre que nous n'avons pas encore de contrat social. Ça veut dire que nous n'avons pas encore de peuple patriotique et nationaliste. En France, Non, c'est pas d'abord des leaders ou des peuples. C'est des leaders qui conduisent le peuple. C'est des leaders qui conduisent le peuple. Les peuples ne se définissent pas par eux-mêmes. C'est un construit. C'est un construit. Un peuple ne se décrète pas. Un peuple se construit. Et c'est ça que c'est pour ça que j'ai parlé de la construction d'un idéal collectif commun qui est fondé sur le nationalisme et sur le patriotisme. Nous n'en avons pas. Ce dont M. Metenet parle, le contrat social, c'est un contrat social qui est calqué sur... Ne nous éloignons pas. Restons sur les contestations et sur les vecteurs de crise qui peuvent être sujettes à une présidentielle mal gérée et mal ficelée. Là, nous sommes sur le pendant post-électoral. Nous avons souvent beaucoup de tensions dans le pays. Il a parlé justement de ce grand cinéma, ce grand moment d'audience même pour les médias qu'il y a eu pendant le Conseil constitutionnel ici au Cameroun, où on a vu des gens débattre, mais qui n'est pas parvenu à justement assurer les positions et les uns et les autres. Ceux même qui ont été battus au Conseil constitutionnel ont continué dans leur stratégie à penser que c'est eux les vainqueurs. Tout simplement parce que nous n'avons pas en Afrique mis des institutions de la gestion électorale qui assurent les indépendances. Je dis au Conseil constitutionnel s'exprime. Je dis au Conseil constitutionnel, est-ce qu'il y a un représentant d'une il manque pas d'avocat. Attendez, laissez-moi que je parle. Laissez ça. Vous voulez pas être au Conseil constitutionnel, les seuls magistrats et les seuls juristes, ceux qui ont été membres du haut pouvoir, permettez que je dise. La loi n'a pas de position. Non, écoutez un peu. Laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Je parle de la composition. Je dis quoi? Mettre sur pied les institutions de gestion électorale qui assurent l'indépendance et qui garantit de toutes les influences extérieures. Écoutez. Quel opposant, je dis que est-ce qu'il y a seulement un magistrat qui est indépendant dans un conseil? Ouais, laissez-moi parler. Est-ce qu'il n'existe pas de juriste, c'est-à-dire un avocat international qui a fait ses preuves, qui peut aussi siéger comme un membre indépendant du Conseil constitutionnel? Il faut avoir été ancien militant d'un parti politique, au pouvoir. Non, laissez-moi continuer. Non, on ne s'égare pas. On parle des institutions. Il faut mettre des institutions qui assurent l'indépendance. On commence par le Conseil constitutionnel. On va donc... Laissez-moi continuer. Je vais parler. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Assurez-vous il faut assurer une représentation équilibrée des partis politiques dans les organes de gestion électoraux. C'est-à-dire quoi? Est-ce que dans mon pays, il y a des représentants des partis d'opposition qui ont même des députés, des élus dans notre ELECAM? Non, arrêtons. Bien sûr. Donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom. Non, je parle. Tant qu'il n'y a pas, pour anticiper cette influence extérieure, il faut que nous ayons des institutions qui gèrent, des institutions qui garantissent la sécurité, qui anticipent tout. Où nous pouvons trouver tous les représentants. Si nous avons 12 partis ou 5 partis ou je ne sais pas combien de partis représentés, soit dans les communes, il faut qu'on les retrouve dans ces institutions qui gèrent nos élections. Il ne faut pas faire semblant comme si tout allait bien et que nos institutions étaient fortes. S'il y a des crises, c'est parce que si nos institutions ne sont pas fortes et fiables, tant sur le plan national que sur le plan international, il faut le dire avec force. Merci. Timothée Somba. Je me tourne. Non, Simon me dit. Non. Je me suis permis de réagir. Je ne serai pas long. Timothée Somba. Moi, je vais vous poser une question. Aux États-Unis. S'il vous plaît.
Toujours à vos questions. Permettez toujours à renvoyer aux États-Unis. Monsieur, vous pointez du doigt un aspect assez particulier qui est celui de la qualité de nos instruments juridiques, de nos ordres juridiques. Il évoque le Conseil constitutionnel. Est-ce que lorsqu'on va identifier les causes de contestation post-électorale, des crises même post-électorales, ces aspects-là devront être éludés? Est-ce qu'on ne peut pas aussi s'interroger sur les profils, les compositions, pourquoi on n'arrive pas à des contestations du fait d'appartenance antérieure à des formations politiques affichées? Aux États-Unis, la candidature de Donald Trump a eu des problèmes ou pas? Je parle d'abord de la candidature pour la dernière élection. Et il y a eu des problèmes? Il y a eu des problèmes jusqu'à la Cour suprême, non? Oui. Au point où on a estimé que sa candidature est passée malgré ses démêlés judiciaires parce que la Cour suprême était majoritairement acquise à des juges d'obédience du Parti républicain. Nous sommes aux États-Unis. Vous comprenez? C'est pour ça que moi je continue de faire le procès de la démocratie. Celle que l'on a mimée de l'Occident et que nous sommes venus coller ici. Oui. C'est elle qui nous pose les problèmes. Ils se sont assis, ils ont pensé la démocratie selon leur réalité. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable pour qu'il n'y ait pas de contestation qu'on mette des gens à la neutralité établie? C'est pas ça qui manque au Cameroun. Vous trahir le peuple, la neutralité déjà n'existe pas. Oh, donc personne. Oh, nous sommes dans un système de démocratie. S'il n'y a donc pas de démocratie, comme de l'opposition, ne faites pas deux mesures. Si vous voulez parler sans qu'on vous interrompe, et nous venons de souffrir de vous écouter, alors que tout ce que vous avez dit déjà est erroné, parce qu'il est comme respecter la composition électorale. Tout simplement. Voilà. Le souci, c'est quoi? Nous sommes dans un système de démocratie majoritaire. Démocratie majoritaire veut dire quoi? Les décisions de l'ensemble sont prises par ceux qui ont gagné les élections. Si vous voulez faire partie du jeu, du processus de décision, gagner l'élection. Si vous êtes perdant à l'élection, acceptez être dicté. Et je vais utiliser le verbe dicter, parce que le constitutionnel français a même redéfini la démocratie dans une décision. Il a dit en 2003 que la démocratie n'est pas le pouvoir du peuple par le peuple. La démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. C'est un juge constitutionnel, décision de 2003, qui l'a dit. La démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. Vous ne pouvez donc pas, pendant que les gens se battent à gagner l'élection, vous voulez que vous êtes perdant, et quand vous prenne, on vous met dans le processus de décision. C'est faux. C'est trahir la volonté du peuple qui a choisi. Mais il y a des instruments qui devaient avoir un certain vernis de neutralité pour qu'il n'y ait pas contestation. Aucun instrument n'a de vernis de neutralité. C'est grave ce que vous dites. Non, ce n'est pas juriste. Justement, je parle du droit. Je viens de parler d'une décision d'un conseil constitutionnel français qui est l'un des plus grands conseils constitutionnels du monde, copié du modèle du grand juge autrichien Hans Kelsen. La démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. C'est la majorité qui gouverne. Vous ne pouvez donc pas être perdant. Ou alors celui qui a boycotté, vous avez d'abord je baisse le temps. Vous ne pouvez donc pas être perdant. Ou alors celui qui a boycotté une élection et vouloir venir imposer vos desiderata. Ça veut dire que ceux qui ont voté, ceux qui sont donnés les moyens de gagner une élection, et ils ne servent à rien. Est-ce que cette position-là ne crée donc pas en elle-même les germes de la contestation pour électorale? En 2018, déjà, en 2018, oui. Est-ce qu'il y a une contestation préélectorale? Non. Tout était OK. Après les élections, quelqu'un a créé le hold-up. Là, nous sommes au Cameroun. Oui. Et on sait à quoi cela a abouti. Parce qu'en 2025, il veut monter d'un cran. Il crée déjà la contestation alors qu'il n'a même pas fait acte de candidature. La question que j'ai envie de poser, c'est si au moins il avait candidaté et que sa candidature a été rejetée, je comprendrais. La question que je me pose, c'est en ce moment-ci, on discute quoi? Le corps électoral n'a pas été convoqué. L'individu n'a même pas encore fait acte de candidature. Mais il crée déjà un brasier.
Vous comprenez que le problème n'est ni les institutions, ni ceci, ni cela. Le problème est que il y a des gens qui ont décidé de faire la politique hors le droit, hors la loi, hors les institutions. Et il faut les combattre. Nous avons plus de 300 partis politiques au Cameroun. Donc 19 sont dans le jeu démocratique. Aucun de ces partis politiques n'a opté pour l'insurrection. L'UDC, qui fait partie aujourd'hui des partis politiques ayant le plus de verve au Cameroun, fonctionne avec des communiqués, avec des sorties. Exactement. L'UDC n'a jamais demandé aux gens, ne serait-ce que d'aller protester devant une institution publique. Donc c'est parce qu'eux ne sont pas un parti politique. Merci. Donc la politique se fait dans un cadre normé. On va comprendre. Dès que vous sortez de ce cadre-là, on doit vous traiter selon la rigueur de la loi. Merci. Jean-Maurice Mbok. Alors, Je viens vers vous, Simon Messengue. Vous aurez autant de parole. vous savez, Stéphane, je l'ai dit et je continue de dire, l'ingérence est complètement scientifique. Scientifique. Et une chose qui devrait être débattue, discutée sans passion, se retrouve avec beaucoup de passion. Parce qu'il y en a qui ont une amnésie sélective. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'oublier certaines choses et choisissent de retenir d'autres. Et c'est ça qui énerve. Au point où on se dit quand même que mais sont sérieux. Comment vous voulez dire que vous avez oublié ceci? C'est pour ça qu'on a convoqué tous les éléments qu'on a convoqués. Pour dire que certains hommes politiques ont une autre mission que de compétir pour le bien des populations. Et en tant que société civile, je dis non. Le jour où je dois parler au RDPC, je lui parle, et Simon le sait. Quand un truc n'est pas clair, je le leur dis, sans embâche. Quand il faut parler à un autre parti politique, je le fais. Si donc aujourd'hui, après que j'ai parlé au RDPC, personne ne se plaint. J'ai parlé même de manière très dure ici au Minat par rapport à Cabral et tout, personne ne se plaint. En fait, on n'en fait pas cas. Que je vienne simplement dire, attention, n'allons pas dans ce genre d'attitude et de débat qui ne nous grandit pas. Et les gens s'embrassent parce que simplement, l'ingérence a pour but de noircir ce qui est blanc. Écoutez ce que M. Evouna dit. Il élude la réalité de la majorité. Oui. Et il dit, non, il faut quand même qu'on prenne les gens qui font consensus. Une fois de plus, ça c'est un venin de l'ingérence. Le venin de l'ingérence veut quoi? Que ce que tout le monde dit au quartier là, qui semble bien aux oreilles, qu'on vient le dire en public pour donner l'impression que c'est la chose à poursuivre. Mais qu'est-ce qu'on poursuit à la Cour constitutionnelle? Ça s'est passé en Mondovision, Oui. avec des avocats internationaux Oui. qui étaient libres de s'exprimer et qui ont parlé. Qui de ces magistrats a tordu le droit en Mondovision? Donc il faut qu'on arrête de vouloir envenimer des situations qu'on peut gérer. On prend deux cas de figure. Oui. Si par exemple, pour ce moment important, là nous sommes au Cameroun, de l'histoire du Cameroun, Oui. il y avait, selon le vouloir de certains acteurs, un code électoral consensuel. Par exemple, une cour constitutionnelle avec un vernis de neutralité. Est-ce que cela ne nous épargnerait pas ce soupçon, là je mets de gros guillemets, qui entache et qui entrave parfois le sortir des élections présidentielles, prenons le cas de la présidentielle. Si on avait ces instruments avec ce vernis teinté de neutralité qui, pour certains, pour ceux de l'opposition en l'occurrence, estiment que les institutions sont trop inféodées au régime en place et qui empêchent véritablement qu'il y ait des résultats qui soient du sceau, teinté du sceau de la crédibilité totale. Alors Stéphane, je vais tracer un parallèle. Parce que, une fois de plus, quand les gens vous cherchez des problèmes, c'est-à-dire que même si vous êtes dans l'eau, disent que vous avez soulevé la poussière. La situation du Nozo, ils ont posé 14 griefs. Le gouvernement a répondu à 19, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 14. On a même ajouté encore. Mais ils ont estimé que ce n'était pas suffisant parce que certains cherchaient autre chose. Revenons sur le cas de l'ECAM. Seul un opposant de mauvaise foi va dire que l'ECAM a bouté en touche toutes leurs propositions. Ils ont fait des propositions, il y a eu des échanges, il y a eu des consensus et on est arrivé à trouver la position qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mieux faire? Oui, on peut mieux faire. Et il faut qu'on fasse mieux. Mais pour faire mieux, Stéphane,
il faut créer un cadre de dialogue et de respect de celui qui est en charge des affaires. Il faut tenir compte du contexte. Il faut tenir compte du contexte. Il y a un ensemble de paramètres. C'est pour ça que je suis un peu mitigé. Quand j'écoute Timothée, je dis que j'ai envie de le rejoindre dans sa position. Après, je dis non, Simon Metinga a raison. Parce que finalement, on se comporte comme si c'était la jungle. On est obligé de se parler aujourd'hui en tenant compte des réalités. Stéphane, il y a des gens qui sont au pouvoir. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont au pouvoir. Et il faut composer avec. Et pour composer avec, montrer un minimum de respect. Vous ne venez pas essayer de bomber le torse et vous dites qu'on va faire comme on a dit là. Ils vont aussi bomber le torse. Oui. On verra où ça va aller. On ne peut donc pas s'en sortir comme ça. Pour qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait un dialogue progressif et continuel. Merci. Et ça, on peut le faire à partir d'aujourd'hui. Je vais calmer le jeu dans ce que je viens de dire. De donner Vouna n'a fait que relayer ce que beaucoup de gens disent au quartier. Merci. Simon Metinga, il nous reste à peine 4 minutes. Je vous consacre 4 minutes. Très bien. Je voudrais dire que il faut qu'on évite, 30 secondes à la quand fin. on prend la parole en public, de dire des choses qui sont susceptibles d'entacher même à l'image de notre pays. Le processus électoral de la commune jusqu'au niveau national est concerté avec tous les partis. Ça, il faut le savoir. C'est pour cela que dans un bureau de vote, tous les partis en liste sont représentés et ont le même procès verbal. Je vous parlais donc. Ça, c'est de 1. De 2, le Conseil constitutionnel n'a pas à donner un avis en dehors de la loi. Nous parlons du et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le contentieux post-électoral. Moi, j'ai même critiqué le processus électoral américain en disant que si ce qui s'est passé en 2020, je crois bien, ne se serait pas passé s'il y avait eu un contentieux post-électoral. Parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel dit le droit. Il ne parle pas d'autre choix en dehors de la loi. Et la loi, elle est impersonnelle. C'est un peu comme si vous allez dire que le magistrat, il faut d'abord savoir s'il est du RDPC. Parce que moi qui va me juger... Est-ce que ça ne pose pas problème? Quand je parle du profil, dans le rendu de la décision, est-ce que sur l'appartenance là, à un moment, ne peuvent pas être sujet à caution? Non, c'est ce qu'on appelle ici... Ce qu'on appelle des faux prétextes. Non, c'est pas des faux prétextes. C'est des faux prétextes. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme dire que le président du conseil, du conseil, vous appelez vraiment du CNC. Donc, il vous sanctionne parce que vous êtes d'opposition et lui est du... Non. Il y a des règles déontologiques. Non. Que même si nous sommes des ennemis, on va questionner que quelle est la loi qui vous autorise à dire ci ou ça. Il faut arrêter d'insulter les pays africains. Non. Les pays africains ont de bonnes lois. Et ces lois sont respectées. Sauf que... Nous ne parlons pas de loi. Quand on veut les biaiser, nous parlons de la... On utilise des stratagèmes. On utilise des stratagèmes pour les agiter, les tourmenter, pour élever, pour créer foule. Et créer foule, sauf que c'est après coup. Quand on reconstruit, les femmes vont se rendre compte que c'était quelque chose de savamment préparé à l'avance. Et donc nous disons ceci. Pour chuter. Nous disons que il faut que les uns et les autres sachent une chose. Les États africains sont des États de droit. Et ce n'est que dans le cadre du droit qu'on règle les choses. On ne règle pas les choses dans la rue. On ne règle pas les choses sur les plateaux de télévision. Un président africain a dit à une de ses compatriotes que les questions de candidature se règlent au niveau de la loi, au niveau de la constitution. Nous autres, dans chaque parti politique, chacun dit, ok, voilà mon candidat. Ce candidat fait c'est-à-dire que suivant la loi, constitue un dossier bien établi, il dépose au conseil électoral, on le vérifie. Après, on le passe au conseil constitutionnel. Et tout ce qui est dans le dossier est sujet à un article du droit. Dès que vous n'êtes pas là-dedans, ce n'est pas un parti qui vous a éliminé, ce n'est pas une institution qui vous a éliminé, mais c'est la loi, le peuple, donc notre contrat social dont je parlais, qui vous élimine. Vous avez eu 4 minutes, vous n'avez pas été J'ai demandé 30 secondes. Oui, vous avez 30 secondes. Oui. Le docteur, et vous n'avez pas parlé tout à l'heure de profil. Oui. Merci d'avoir parlé du profil. Oui. Est-ce que vous avez vu comment des diplômés de droit ont essayé de subvertir le droit en instillant un faux débat dans l'opinion publique sur la question du mandat impératif?
Imaginez donc que de tels profils aient été nommés au Conseil constitutionnel. Ça allait être la débandade là-bas. Le profil pour siéger au Conseil constitutionnel ne repose pas sur est-ce qu'on a milité dans un parti ou pas. Quelle est votre moralité? Est-ce que vous êtes capable? Merci. J'ai chronométré, ça veut pas 30 secondes. Est-ce que vous êtes capable, Stéphane Barga, face à la loi, de me dire on a compris. 30 secondes. Le profil dont je parle ici n'est pas un profil académique. C'est un profil je parle de profil moral. De profil moral, de représentativité sociale et sociologique. La représentativité sociale intervient Écoutez aussi la parole. Moi, je continue de penser qu'il faut clôturer ce genre de débat en faisant des suggestions utiles. Les Camerounais, comme tous les peuples d'Afrique, ont besoin de se parler pour s'entendre justement sur les termes de la démocratie et comment chaque chose va être faite. Certains États ont 400 ans, nous on a combien? 60. Qu'on travaille davantage à pouvoir nous construire et nous constituer. Le temps de la fête est terminé en Afrique. Merci. Il faut qu'on se mette tous au travail. Merci. Le temps de la fête est terminé. Malheureusement, le temps de Ouro Africa aussi. On va dire un merci particulier à tous ceux qui nous ont écrit. Nous avons eu quelques difficultés à relayer vos contributions. Merci à vous, Landry Manga. Merci à vous, Yaro de Libreville. Merci à tous qui nous ont écrit du côté de Libreville. Vous avez eu véritablement le maillot jaune aujourd'hui et sur nos différentes plateformes, on va continuer les échanges, on va continuer les débats. C'est ça, Ouro Africa. Les problématiques africaines, panafricaines, on doit les citer chaque lundi, ça c'est 21h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir. Glory